c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour Romain, merci de répondre à mes questions pour le podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on te retrouve pour parler de toi, de ton parcours, évidemment. On va parler de processer une boîte, on va parler de monter une équipe, on va parler de plein de choses. Monsieur Romain Collignon, Mastermind 67, il faut dire 67 ou il faut le dire en anglais? 67 en français, c'est très bien. C'est bien, ok. Bon, écoute, je te remercie d'être là dans le podcast de Bien dans ta boîte où on parle beaucoup bien-être, mais aujourd'hui, pour le bien-être de tout le monde, on va aussi parler process, structuration et recrutement. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour éventuellement des gens qui ne te connaîtraient pas, toi, ton activité et ton parcours? Ok, ça marche. Merci Laura pour cette super intro. Quelle énergie, j'adore. Pour la présentation, je suis marié, je suis papa de deux enfants et puis je suis entrepreneur et on va surtout, je pense, parler de ça aujourd'hui. Et je travaille depuis 2016, maintenant 5 années avec les leaders de l'industrie de la formation en ligne, qu'on appelle aussi infopreneuriat. Et nos clients, ce sont des entrepreneurs qui transmettent leur expertise, qui transmettent leur savoir-faire sur Internet et qui, accessoirement, via cette transmission, arrivent à transformer la vie de leurs clients, que ce soit dans des domaines aussi mainstream que la perte de poids, que l'investissement immobilier, que des sujets un petit peu plus, on va dire, exotiques, comme la reconversion pour les infirmières. En ce moment, c'est un sujet qui est assez parlant. Et on fait ça de notre côté à travers 3 programmes qui s'appellent l'incubateur 56, le Mastermind 67, donc tu vois, c'est bien en français. Et puis récemment, le Network 78. Et ces programmes ont 2 points communs qui sont la structuration. C'est quelque chose que viennent chercher beaucoup nos clients, cette structure pour développer leur activité, et puis aussi la communauté. J'ai la chance, on a démarré en 2016, mais j'ai la chance d'être dans ce domaine de l'infopreneuriat depuis 2008. Donc je suis un peu un dinosaure dans le domaine, et du coup, en connaissant pas mal de monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de connecter les entrepreneurs entre eux pour qu'ils réussissent ensemble. Oui, c'est un truc à force forcément de réseaux sociaux, je vois différents profils dans ton mastermind et je trouve ça assez incroyable de voir passer des profils très différents. J'ai vu l'autre jour, j'ai oublié son prénom, la nana de l'école des médiums, je crois, Ouais, Céline. Céline, voilà, ouais. c'est ça. Et je Ouais. me suis dit, c'est incroyable parce que de l'extérieur, tu pourrais t'attendre à avoir des profils Thomas Burbidge, Daniel Duchesne, Alexis Minkela ou je ne sais quoi. Et en fait, j'ai vu Chloé Bloom pieds nus avec Béranger prendre la parole et tout. Et c'est vraiment génial en fait que tu aies une diversité comme ça dans ton mastermind. Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que les thématiques, les expertises sont différentes. Après, chacun est guidé avec un même objectif et c'est pour ça que ça fonctionne, de croissance du business tout en augmentant aussi la qualité de vie, hein. Tu sais, on peut être toujours en mode hustle, on veut développer le business et ça va faire peut-être un pont après sur le process, la structuration et puis les équipes. Mais en vrai, si on augmente le développement du business, la croissance, c'est aussi pour augmenter sa qualité de vie. Et je crois que tous les membres des programmes sont guidés par ça, peu importe la thématique dans laquelle ils évoluent, quoi. Hmm, très clairement. Bah oui, très bien. Merci pour la transition. Romain, on va te laisser gérer le podcast. Effectivement, aujourd'hui, tu viens de nous parler donc de structuration d'entreprise, comment on monte une équipe, comment on processe sa boîte, etc. La première question, je pense que tous les auditeurs, auditrices là qui nous écoutent se posent à un moment donné. Bah, par quoi on commence en fait? Par quoi on commence? Par où on commence quand on veut mettre en place des process clairs dans sa boîte et processer les fameuses tâches récurrentes? C'est marrant, dans ta question, il y a déjà une partie de la réponse parce que tu parles de récurrence. Et quand on m'amène, enfin, quand on me pose cette question, l'une des erreurs principales que je vois, c'est soit on ne processe rien du tout parce que c'est hyper complexe, et je comprends, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, mais c'est difficile de faire croître son activité si on n'a pas des bases solides qui passent par les process, ou soit on a envie de tout processer. Et là, c'est pareil, ça sert à rien. Donc, la première question à se poser, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que dans mon entreprise, si on part du principe que, voilà, souvent, les clients que j'accompagne sont seuls, tu vois, dans l'entreprise. Hmm. Et ils n'ont pas encore leurs équipes. Et c'est vrai qu'ils sont au four au moulin. Ils sont à la fois en train de créer, par exemple, du contenu, ils sont en train aussi de coacher leurs clients, mais ils sont aussi en train de gérer plein de choses opérationnelles. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de manière récurrente dans ma boîte? Et c'est pour ça que les process, c'est pas obligatoire que ça arrive trop tôt. Parce que tu sais, au démarrage, quand on a voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité, il y a encore des choses sur lesquelles on ne sait pas si on va reproduire ça
tout le temps. Donc, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dedans. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent de manière récurrente, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, voire même tous les ans, et ben c'est intéressant de, là, de les processer. Et au-delà, parce que moi, le mot process, souvent, j'ai une réaction épidermique quand on en parle, surtout chez les entrepreneurs. Moi, ça me va parce que je suis ingénieur de formation. Donc, si tu veux, c'est peut-être ce petit côté-là, structure qui me plaît et pour lequel j'ai beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi de se dire, le process, on fait ça pour structurer la boîte, mais surtout pour s'enlever de la charge mentale, tu vois, pour l'entrepreneur. C'est de ne plus avoir à penser à ces trucs. Et finalement, c'est, oui, libérer du temps, mais surtout libérer de l'espace mental qui nous permet d'être créatifs et forcément de développer la boîte. Donc, je ne réponds pas forcément à ta question, mais je vais y venir. Je suis désolé, je fais plein de boucles. Mais c'est revenir sur la notion de récurrence. Quand on a vu qu'on a des tâches qui sont récurrentes, donc déjà, ça, c'est les premières tâches à processer. Ensuite, le deuxième critère que je passerai dessus, il y en a trois, c'est quelles sont parmi ces tâches les tâches qui me font baisser en énergie un max. C'est un concept que je partage beaucoup, tu as dû en entendre parler, et cette zone de génie, cette fameuse zone de génie, ces tâches que l'on fait ou ces activités qui nous apportent beaucoup d'énergie. On veut que l'entrepreneur qui soit au centre de son business ait le maximum de tâches autour de ça, et puis il y a ces autres tâches qui sont récurrentes, mais qui nous font CHIER, tu vois. Et ben, celles-ci, ce sont les premières tâches qui arrivent sur la liste à processer. Et enfin, troisième critère, c'est la fréquence de la récurrence. À titre d'exemple, s'il y a des tâches qui arrivent tous les jours, ce sont celles qu'on doit, même s'ils sont minimes, ce sont celles qu'on doit processer en premier. Tu vois, là, en ce moment, on est dans une activité on lance justement, on termine ce soir le lancement du Mastermind 67, qui est un lancement annuel. Donc, tu vois, c'est la 5e édition. Et ben, encore aujourd'hui, si tu veux, la semaine qui vient de se passer, on a amélioré les process pour ce lancement. Et c'est une récurrence annuelle. Mais ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord faire les tâches, on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, etc. Je ne sais pas si ça t'éclaire, ce que je te partage. Si, carrément, je me faisais la réflexion, c'est un peu la question effectivement de la zone de génie, de comment je peux processer ou déléguer, ou enfin on va en parler après, mais bon, en gros, comment je limite le temps et l'énergie que je passe sur des tâches où j'ai finalement assez peu de valeur ajoutée pour libérer du temps, de l'espace et de l'énergie pour la zone de génie. C'est ça l'idée? Ouais, exactement. C'est vraiment en tout cas, nous, c'est le principe cœur de notre boîte. C'est aussi ce qu'on enseigne dans nos programmes. C'est de se dire à un moment donné, si tu veux, notre temps, il est fini. Tout simplement, on a 24 heures dans la journée. Et comment ça se fait qu'il y a des personnes, tu as l'impression qu'ils accomplissent tellement, si tu veux, en simplement 24 heures. Et toi, tu es là et tu prends sur ton temps de sommeil, tu vois, tu hustles. Et en fait, la clé, c'est de se dire, OK, dans toutes les tâches que j'ai, il y a 4 catégories. Je pourrais les détailler, mais c'est zones de génie, excellence, compétence et incompétence. Et une fois qu'on a fait vraiment le listing de tout ce que l'on fait dans sa boîte, dans ces 4 zones-là, eh bien, la première chose à faire, c'est de déléguer. Je pourrais parler de collaborer, c'est une petite nuance, on pourrait revenir dessus, avec quelqu'un qui tout d'abord, prend ces zones d'incompétence. Et la plupart des gens ne le font pas. Il y a différents, tu vois, c'est toujours aussi une question de mindset, parce qu'en vrai, sur le papier, c'est facile à faire. Après, c'est toujours dans le mindset que ça bloque. C'est de se dire, OK, moi, ces tâches incompétentes, où je suis incompétent, qui me font chier, voilà, je l'ai dit, qui va vouloir faire ça? Et en vrai, il y a des gens pour qui cette zone d'incompétence, c'est leur zone de génie. Et moi, quand j'ai eu ce shift-là de mindset, j'ai fait génial. Ouais. Quelle différence pour nos auditeurs tu fais entre une zone de génie et une zone d'excellence? Ouais, la fameuse question. C'est une question d'énergie. À mon sens, déjà pour l'entrepreneur, c'est très compliqué de déléguer une zone d'excellence parce que justement, on ne fait pas la différence avec la zone de génie. La définition, la différence, elle est simple. C'est l'énergie que l'on a à la fin des tâches que l'on a effectuées. Je te donne un exemple. Moi, dans ma zone de génie, j'ai la structuration en mind map. Je peux passer, tu peux me laisser avec mon ordinateur pendant un mois sur une île déserte à faire de la mind map et à structurer mes idées. J'aurai encore plus d'énergie à la fin de ce mois sur cette île déserte qu'au démarrage. Une zone d'excellence, pour moi, c'est le copywriting. C'est quelque chose que j'adore faire, que je fais. Mais au bout, faire que du copywriting, au bout d'un mois sur une île déserte, mon énergie sera beaucoup plus basse. Donc, en l'occurrence, ce sont deux zones qu'on aime faire, mais pour une, elle nous génère de l'énergie à la fin de journée, et pour l'autre, elle nous a déplété en énergie. Et c'est vrai que c'est compliqué à un moment donné. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quand on commence à collaborer, on collabore avec des personnes qui vont nous soulager dans la zone d'incompétence, dans la zone de compétence. Et là où ça commence à être dur, c'est la zone d'excellence. On a du mal à lâcher le bébé. Pourtant, il faut le faire.
J'aime beaucoup que tu parles aussi en termes d'énergie, puisque forcément ici on parle beaucoup de bien-être, de mindset, etc. Et que la question de l'énergie, c'est de plus en plus. Mais c'était pas il y a quelques mois, encore moins quelques années. Tu vois, quand nous on parlait d'énergie, on était toujours un peu genre, ok, vous êtes chez Père, vous êtes bizarre. Et T'as fumé quoi? ouais, tu vois, il y avait ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est tellement important, et je rentre même pas dans des questions énergétiques pour ceux qui sont pas branchés là-dedans, mais effectivement de se poser la question, bah, qu'est-ce qui me ramène de l'énergie, qu'est-ce qui me coûte de l'énergie, et comment je peux aussi voir dans mes tâches, parce que je prends par exemple pour beaucoup de coachs, par exemple, ou thérapeutes ou quoi que ce soit, euh, même si on adore accompagner, bah, peut-être que c'est pas toujours de énergisant en fait, même si tu adores le faire et que tu es super doué pour ça et je sais pas quoi, la plupart du temps quand tu t'es enfilé 6, 8, 10 coachings dans la journée, déjà ça fait beaucoup et généralement t'as Mm. quand même au bout de quelques semaines tu vas commencer à être vraiment fatigué quoi. Donc du coup je pense que c'est intéressant aussi de voir ce truc en termes d'énergie et pas juste en termes de chiffre d'affaires, de temps et de compétences. Ouais, vraiment, cette énergie, si je peux un peu compléter, nous on fait toute l'énergie dans la boîte, c'est-à-dire même par exemple des appels où on va voir si quelqu'un peut devenir client chez nous et vice-versa, tu vois, s'il y a un fit, on regarde intrinsèquement en nous, est-ce que j'ai beaucoup plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage du call. Le podcast que l'on fait ensemble, je savais, et là, tu vois, ça fait 5 minutes ou 10 minutes qu'on a démarré, j'ai beaucoup plus d'énergie là maintenant qu'il y a 10 minutes. Donc, je pense que c'est important de se dire ça dans les activités que l'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'est-ce qui nous amène de l'énergie. Hmm, carrément. Alors si tu devais nous donner 3 conseils, juste 3 conseils pour bien organiser sa boîte, bien structurer et les réussir ces fameux process. Qu'est-ce qu'on fait? 3 conseils. Alors, attends, pour structurer, on est sur du process. Mhm. Le, pro- ouais, le premier, c'est ça. C'est ce cadran zone de génie, d'excellence, compétences et incompétences, faire ce travail et de se dire, OK, là, sur les 2 semaines qui arrivent, avec des outils, on peut faire ça en ligne ou sur des choses, mais je prends le temps de lister tout ce que je fais et de les mettre dans ces cases au bout de 2 semaines. Et c'est un exercice où au départ on se dit ah mais attends je vais pas faire ça, j'ai pas le temps et tout. Je pense que prendre le temps de faire ça pendant allez, 1 semaine ou 2 semaines, parce que si on fait ça pendant un jour, si tu veux, on n'a pas les 100 semaines de toutes les activités que l'on fait. 2 semaines c'est bien vraiment cool. Et ça, ce serait mon premier conseil, c'est déjà de prendre conscience qu'on travaille dans 4 zones différentes. Parce que quand on fait ça, déjà ça nous donne envie après de se dire ok je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Et c'est là où c'est mon deuxième conseil peut-être, c'est que les process peuvent être délégués à une machine ou peuvent être délégués à un être humain. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de se dire, OK, toutes ces zones d'incompétence, je vais pouvoir ça peut être une machine qui le fait à ma place, tu vois, avec des automatisations, ce genre de choses. Nous, on utilise un outil, par exemple, qui s'appelle Asana. Je ne sais pas quel outil tu utilises, toi, pour tes gestions de projet ou... Alors moi, Sonia va me maudire, mais je suis pas une. Elle m'a mis sur ClickUp, elle m'a mis sur Notion, et vraiment je suis là, genre rendez-moi un cahier et un papier et un crayon, tu vois. Genre je suis pas vraiment OK. bonne élève à ça, mais sinon ça serait cool. Ouais, et bah, peut-être que justement dans l'équipe, c'est intéressant que tu aies quelqu'un qui justement kiffe les process. Et ça, c'est aussi un enseignement. Je sais qu'ils m'ont demandé 3, mais c'est aussi un enseignement. C'est que la plupart du temps, là, on a une conversation sur les process. Je suis ingénieur de formation, je kiffe faire ça, c'est ma zone de génie. Mais je peux te dire que c'est pas le truc qui fait frétiller tous les entrepreneurs. Au contraire. Par contre, c'est intéressant d'avoir quelqu'un dans son équipe, que ce soit un assistant opérationnel, quelqu'un qui est un peu câblé comme ça, qui aime, qui prend du plaisir à faire ça. Donc ça serait peut-être mon deuxième conseil, tu vois, par rapport à ce qu'on a partagé. Et puis un troisième, c'est effectivement de se dire, j'ai tout à l'heure juste ouvert le sujet, c'est de déléguer soit un système, soit une personne. Donc il y a un max de trucs qui aujourd'hui avec la technologie, tu peux déléguer ça. Quand je te parlais de déléguer à Asana, nous aujourd'hui on a dans Asana, si tu veux, des tâches récurrentes qui reviennent chez les collaborateurs de l'équipe. On est 12. De manière journalière, si tu veux, la tâche arrive le matin même sur ce qu'ils doivent faire. Et si tu veux, on n'a plus besoin de penser ce qui doit être fait au jour le jour parce que ça a été décidé. Maintenant, c'est délégué un système, mais aussi c'est une personne derrière qui exécute, si tu veux. Et c'est là où je pense mon troisième conseil, c'est de faire la différence entre déléguer et collaborer. Je sais qu'on parle beaucoup de délégation et rien que le mot délégation, pour moi, il est chargé assez négativement. C'est un petit peu un paradigme qui est de se dire, il y a un truc que j'aime pas faire, genre je suis incompétent et je délègue ça à quelqu'un qui est moins compétent que moi et qui va faire quelque chose en plus que je n'aime pas. Tu vois, on a cette approche de délégation un petit peu corporate où c'est quelqu'un d'autre qui fait ça et moins bien. Je sais pas si ça te parle. Clairement, ouais. Si on a après le mindset de collaboration, et qui est complètement différente, c'est de se dire, OK, je vais collaborer avec quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi sur ce sujet où je suis nul.
Et moi aussi, pareil, depuis que j'ai eu ce mindset, cette approche, les membres de l'équipe, enfin, chaque compétence qu'ils ont, ils sont tellement meilleurs que moi sur ces sujets-là. On parlait du coaching tout à l'heure. Oui, dans nos programmes, il y a du coaching, de l'accompagnement, et j'en fais d'une certaine manière, mais c'est pas ma zone de génie. Je dirais que c'est une zone de compétence. Mais voilà, comme tu le dis, au bout d'une heure, 2 heures, mon énergie, elle est un peu plus basse. Par contre, on a dans l'équipe des coachs, eux, ils peuvent faire ça toute la journée, 24 heures sur 24, ils kiffent, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est parce qu'il faut avoir ce mindset de collaboration plutôt que délégation. Oui, complètement. J'adore la phrase recruter meilleur que soi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup moi-même entendu à la maison avec mon cher papa. Mais je pense que D'accord. c'est vraiment un bon conseil en fait de d'aller chercher meilleur que soi. Et tu vois sur la question que tu disais d'avoir quelqu'un qui aime bien les process et tout. Et à la fois en discutant avec Sonia, je me suis dit cette meuf, elle est toquée, je pense, parce qu'elle me dit que genre elle en était au point d'avoir presque un click-up pour organiser son click-up, tu vois. Et moi, dans ma vision, je me dis, mais pourquoi tant d'organisation? Et en même temps, heureusement qu'elle est organisée comme ça, en fait, parce que moi, je vais mettre des post-it sur des cahiers, et des cahiers dans des Dans des placards, et armoires. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et du coup, il y a, voilà. Et forcément, quand il a fallu commencer à recruter, Sonia est un peu genre, bah, en fait, t'es mignonne, mais du coup, on n'a pas de process et on n'a rien qui est en ligne, donc il va falloir structurer un peu tout ça. Et clairement, aller chercher des gens qui sont meilleurs que soi sur ces questions-là, ouais, enfin, sur n'importe quelle question d'ailleurs, mais c'est vraiment super important, ouais, clairement. Chacun a ses forces. Ouais, carrément. Cool, donc ça c'est très clair. Mais justement, puisqu'on parle de collaborer, en tout cas j'aime bien cette idée de collaborer, parce que je suis d'accord que le côté délégué, ça a une connotation des fois un peu péjorative. Donc comme tu l'as dit, organiser sa boîte, ça peut passer par le fait... J'ai une première question, ça peut passer par le fait de collaborer ou ça doit passer par le fait de collaborer? Notion là, la Ah, question piège. On n'a pas attendu la fin du podcast pour la question piège. À mon sens, collaborer, c'est le mindset à avoir pour que ça soit facile, plus rapide, plus efficace hmm, et dans le plaisir. Donc, j'ai envie de te dire, on doit. ok. Ça va, j'allais lui dire, t'as 4 heures pour y répondre, mais il a bouclé ça en 30 secondes. Donc, si organiser, faire quoi de sa boîte, pardon, ça doit passer par le fait de déléguer, slash collaborer, recruter. Ouais. Comment on sait quand il est temps de le faire, justement? C'est une vraie question. Moi, j'ai envie de te dire, dès que tu génères du cash, et ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on pourrait te dire, c'est quand t'en peux plus, quand t'es sous l'eau, machin, mais en fait, là, il est déjà trop tard. Donc, et en général, c'est trop tard et t'as pas le temps de le faire. Donc, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, mais en même temps, tout le monde passe par cette étape de douleur, tu vois, avant de se dire. Mais moi, c'est mon conseil avec le recul. C'est dès que tu génères du cash, tu en investis en fait sur toi et tu l'investis sur toi en collaborant avec quelqu'un qui va prendre justement ces tâches d'incompétence. La plupart des gens ne le font pas parce que c'est vrai qu'au démarrage, on peut être dans ce mode de scarcity où tu vois, on a peut-être fait un premier lancement, on a fait nos premiers clients, on n'est pas non plus Crésus, tu vois, on n'a pas une trésorerie monstre sur le compte en banque et on peut avoir ce côté un petit peu écureuil, tu vois, de sécurité. Et donc, la plupart des gens se disent non, si je recrute quelqu'un, je prends un risque, tu vois, alors que j'ai pas mes fonds. Or, mon meilleur conseil, c'est en ayant cette bonne personne-là, c'est cette personne-là qui va en fait permettre de développer la boîte. Il y a un podcast, je ne sais pas si tu connais, je te mettrai en relation avec Cédric Vatine, qui est le fondateur des outils du manager, donc du podcast Outils du Manager. Et il disait dedans, à très juste titre, que la croissance de la boîte est liée, enfin la vitesse de la croissance de la boîte est liée à la capacité de l'entrepreneur fondateur à déléguer rapidement les tâches. Donc il y a vraiment une corrélation entre croissance de boîte et délégation. Et donc, je sais que quand on génère de la trésorerie, on se dit, ouais, je vais injecter dans du marketing, je vais injecter. Voilà. Mais en fait, moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est injecte, par exemple, dans quelqu'un qui va te soutenir, parce que c'est ça qui va te permettre encore plus de générer de cash. Donc, ça, c'est. Et même quelques heures par semaine. Parce que des fois, on a cette montagne, on se dit, ouais, je vais prendre un CDI qui, en plus, ça soit me claquer entre les doigts derrière, ça peut être la bonne personne. Mais rien que quelques heures, il n'y a qu'une heure par semaine. Enfin, tu vois, je caricature, mais qui t'enlève la tâche la plus. Qui te draine ton énergie toutes les semaines, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Donc, ma réponse en 2-2, c'est dès que tu as généré du cash. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que quand tu prends d'autres entreprises, on va dire en ligne, de type startup, qui font des levées de fonds, eux, ce qu'ils font, ils lèvent des fonds pour se générer de l'énergie et pour déléguer, collaborer au maximum pour accélérer le plus vite possible. Donc, tu vois, c'est une autre mentalité. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de ça quand on est, nous, une entreprise qui génère son cash sur fonds propres, quoi.
Ouais, ouais, carrément. Je pense que peut-être pour ceux qui nous écoutent, il peut y avoir un peu une petite tension. Putain, la psy qui parle, c'est insupportable. Une petite tension interne là, parce que je me dis, j'entends à la fois les leçons de certains qui vont expliquer aux entrepreneurs que la priorité c'est de se payer, et qui du coup, à tort ou à raison, peu importe, mais voilà, du coup ces personnes-là peut-être vont se dire, bah en fait, d'abord je vais générer de l'argent pour couvrir mes charges, après je vais générer de l'argent pour couvrir mes charges et me rémunérer, ensuite je mettrai de la trésor de côté, et ensuite, éventuellement, peut-être, je m'occuperai de d'investir dans un outil ou dans quelqu'un, etc. Et toi là, t'es en train de nous dire, guys, dès que vous générez du cash, il faut collaborer. Du coup, comment on pourrait aider ces gens-là qui nous écoutent et qui peut-être sont en train d'être en tension, en mode waouh, bah là en fait je me rémunère, mais je me rémunère peut-être pas ce que je voudrais. Je fais un peu de trésor, enfin voilà, qui sont vraiment à la limite, tu vois, qui sont pas évidemment parce que la priorité, bah, c'est sûrement qu'ils se foutent pas dans la merde. Ceux qui ont déjà des revenus enfin qui leur conviennent de la trésor, c'est ok. Mais ceux qui sont vraiment à la limite là, qui sont en mode je veux pas raquer sur ma trésor, sur mon salaire. Ouais, bah après, c'est des mots qu'on utilise, tu vas pas me braquer, tu as l'impression que tu vas laisser ta vie, quoi. Donc, mon idée, c'est. Non, mais c'est vrai, mais mon idée, c'est pas de mettre tout ce que l'on gagne, entre guillemets, dans un collaborateur, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de prendre soin de soi en premier, tu vois, de se payer en premier sur des choses, pour moi, c'est important. Mais aussi, l'argent, c'est là pour se libérer du temps. Et pour moi, collaborer avec quelqu'un le plus rapidement possible, c'est s'honorer en se libérant du temps. Tu vois, c'est notre ressource la plus précieuse, vraiment, quoi. Donc, au-delà même de l'argent. Donc, c'est mon conseil, c'est et juste tu fais un petit calcul. Tu peux collaborer avec de super personnes, notamment pour toute la partie opérationnelle, par exemple, pour des tarifs à l'heure. Tu te dis, OK, je prends 4 heures, même par semaine, tu vois, c'est 100 euros. Mais tu te dis, OK, ces 4 heures-là, moi, si je fais juste, je sais pas, moi, un email que j'écris pour vendre, bah, tu étais 100 euros, tu vois, tu les as rentabilisés. Donc, c'est vraiment une mentalité de retour sur investissement qui au démarrage est compliqué à avoir parce qu'on est plus en mode scarcity, encore une fois. Mais pour moi, le fait de dès qu'on génère de l'argent, on s'entoure, c'est juste se dire quelques heures, quelques euros, juste pour tester, pour goûter. Tu vois, comme un peu quand tu vas dans un centre commercial, tu prends le petit bout de saucisson, puis après tu dis je vais tout acheter. Parce qu'en vrai, c'est ça, la plupart des gens procrastinent parce qu'ils n'ont jamais goûté au fait d'être aidé par quelqu'un. Quoi. Ça change la vie. Hmm, clairement. Et du coup, ma question, elle est pour les autres qui pourraient être concernés là, dans ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire pas ceux qui ont le frein de commencer, mais ceux qui ont déjà commencé à goûter au truc, comme tu dis. Mm. Comment tu sais quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Je pense à ça, je pense à notamment à deux collègues là qui ont grossi super vite et qui ont dû recruter pour absorber la masse de travail Mm. et qui bon voilà ils sont arrêtés à temps mais qui ont failli entre guillemets se mettre aussi un petit peu dans la merde au niveau du développement parce qu'ils avaient recruté trop vite. Donc à l'inverse, comment je sais quand est-ce que je m'arrête quoi? À mon sens, tu t'arrêtes pas. Mais c'est plus peut-être là dans ton exemple une question de vitesse de recrutement. C'est vrai que voilà, on peut avoir aussi cette frénésie de recruter, mais c'est plutôt rare, j'ai le sentiment. Mais quand tu n'as pas justement ces process en place de recrutement, d'onboarding des membres, de clarification sur les rôles, les tâches, les responsabilités de chacun, à mon sens, ça, c'est incompressible en temps, si tu veux. Il y a une démarche, parce qu'on peut recruter à la volée, genre pour éteindre les feux, tu vois, en mode incendie. Et une fois que le feu il est éteint, si tu veux, tu as des pompiers qui sont là sur le côté de la route et qui savent plus quoi faire. Ça peut arriver, tu vois. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question parce que quand s'arrêter, on s'arrête jamais. Tu vois, plus on croit, plus on s'entoure. Par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est à l'inverse, c'est important d'avoir une projection sur, je sais pas, les 2, 3 années à venir de qu'est-ce que tu souhaites que ta boîte devienne. Tu vois, tu as arrivé à l'imaginer, nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait partie de cette population qui a cette faculté d'avoir ce qu'on appelle la vision, c'est de pouvoir voir très clairement dans le futur qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui doit être créé. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Des fois, on pourrait croire que oui, mais non. Et de se dire, là, à ce moment-là, j'aurais besoin de tel ou tel profil a priori pour cette vision-là. Et souvent, c'est quand tu discutes avec des entrepreneurs qui sont plus avancés que toi, tu vois un peu les profils qu'ils ont dans leur équipe, tu dis tiens, ça va arriver. Un exemple, on parlait des coachs. Généralement, quand on démarre, voilà, on coach nos clients, puis au bout d'un moment, quand on fait grossir l'activité, on ne peut plus
coacher. On parlait tout à l'heure que voilà, 6-8 heures dans la journée, bah, c'est pareil, on a 24 heures dans la journée, tu ne peux pas coacher tout le temps, sinon tu es capé en chiffre d'affaires. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de t'entourer dans ton équipe d'un coach. Bah, c'est de se dire, OK, dans 3 ans, j'aurai quelqu'un avec moi. OK, cool. Moi, la question, le conseil que je donne, c'est n'attends pas 3 ans pour faire ce recrutement-là. Fais-le maintenant, parce que c'est en faisant ce recrutement-là maintenant que dans 3 ans, tu auras cette vision. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on a. On procrastine des fois à recruter parce qu'on dit, oh, je recruterai un tel quand j'aurai ça, 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 ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est parce que c'est en recrutant cette personne-là qu'en 6 mois, finalement, on aura atteint l'objectif et pas en 3 ans. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une question de mindset euh, d'un côté, quand j'aurai le chiffre d'affaires, la trésor, les clients, gna gna gna, je recruterai X ou Y profil. Et toi, tu es plutôt en train de nous dire, c'est parce que tu vas recruter X ou Y profil que tu vas atteindre ce chiffre d'affaires ou je sais pas quoi, ce nombre de coachés plus rapidement d'ailleurs que si t'avais pas délégué. Et du coup, je me dis peut-être que pour ceux qui nous écoutent, il y a peut-être là une petite résistance qui est de dire, bon ok Romain, c'est mignon, sauf que toi, t'es devenu une superstar d'entrepreneuriat, ton truc, ça marche super bien. Je sais ce qu'ils sont en train de se dire là. Ils sont en train de se dire, pour les autres, c'est facile, et pour moi, c'est pas pareil, tu vois. Donc, Mhm. peut-être comment, je sais pas si t'as un conseil, c'est pas facile de donner ce genre de conseils comme ça, mais pour le faire en fait ce switch de mindset parce que je pense que là et moi il y a quelques années je pense que j'aurais été la première en fait à t'écouter et à dire oh ouais grave je suis trop chaud Romain il m'a trop motivé tu vois et une heure après arriver face à mes comptes et à dire ouais bon je ferai ça plus tard. Je crois que de toute façon, de chaque action qui est. Là, on va parler de délégation, mais je pense que de manière plus générale, chaque action qui est mise en place part d'une décision. Et la décision, elle peut se prendre en un instant, tu vois. Et cette décision, généralement, elle est nourrie. Enfin, on prend la décision de faire quelque chose, oui ou non quelque chose, quand on a un why derrière qui est important, un pourquoi. Et moi, c'est un exercice que je fais régulièrement, c'est de se dire, OK, j'ai tel projet, mais je le procrastine parce que procrastiner, toi, c'est ça, hein, finalement. Quand on veut collaborer, on sait qu'on doit le faire, mais on le fait pas, donc on reste dans le peut-être, j'y vais pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas construit son pourquoi. Pourquoi c'est important de le faire. Et si on arrive à rattacher un recrutement à un pourquoi qui est important pour l'entrepreneur, si tu veux, la décision, elle se prend très, très vite. Si le pourquoi n'est pas assez fort, ben, on ne le fera pas, mais c'est OK. Mais si le pourquoi est vraiment fort, et ça, on peut connecter ça à sa vision dans le futur de ce que l'on veut faire, à son temps personnel, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je fais énormément, c'est de me dire, si j'agis, je liste en fait, si j'agis, qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je n'agis pas, qu'est-ce que je risque? Aussi simplement que ça. Hmm. Et souvent, rien que de faire cet exercice avec soi-même et le papier, bah, ça va générer une espèce d'énergie interne de se dire, OK, je prends la décision, quoi. J'ai assez d'éléments pour prendre la décision. Ouais, puis ce que je trouve super intéressant, c'est de changer et de te dire qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas. Parce que souvent, on aura Ouais, plutôt tendance à se dire qu'est-ce que je risque en le faisant, en fait. ces deux questions sont biaisées parce que derrière, c'est pour nous encourager à l'action. Mais rien que faire ça, enfin, en tout cas, moi, je le fais encore très régulièrement hein, sur plein de sujets, quand j'ai vraiment envie de le faire. Et alors, c'est quoi ton pourquoi, Romain? Donc, pourquoi global, Ouais, personnel? ouais. Le pourquoi Pourquoi tu de, vis? de la. Pourquoi tu es là? Alors là, je ne savais pas que ce podcast bien-être allait pas partir dans le philosophique. Mais en tout cas, un de mes pourquoi, un de mes Hmm. motivateurs, une grande motivation au jour le jour, c'est de passer des moments de qualité avec des gens que j'apprécie. Et que ces moments de qualité, soit la famille, soit les entrepreneurs, les membres avec qui on travaille. C'est aussi pourquoi on organise beaucoup finalement d'événementiels. Certes, on, on a une entreprise qui est digitalisée, qui est en ligne, mais dans tous nos programmes, on fait des rencontres, on fait vivre des expériences à nos membres, parce que je pense qu'une fois à la fin de sa vie, en fait, enfin, de base, pour moi, la vie, c'est une collection d'expériences. Donc, plus on peut créer des expériences, plus finalement, voilà. Je pense qu'à la fin de sa vie, si on regarde juste derrière, on se dit, tiens, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, c'était cool, quoi. Ouais. Donc, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, tu as... Bon, alors ça fait... Comment tu m'as dit que tu étais un dinosaure du web? Donc, du coup, il y a la naissance d'une entreprise en 2008, si je me rappelle bien ce que tu as dit, qui répond à un pourquoi. Est-ce que cette entreprise, tu dirais... Enfin, c'est la même, elle a évolué, bien sûr, mais est-ce qu'entre guillemets, c'est la même entité qu'en 2008 qui a évolué, grandi, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment beaucoup changé pour toi? Est-ce que déjà en 2008, tu t'es dit un jour, je Non. vais créer un mastermind, quoi? Conquérir le monde. Non, non, non. Non, c'est une histoire de chemin, en fait.
là, on est en 2021, 2008, tu vois, tu as 13 ans. Et si je dis dinosaure, c'est juste qu'à l'échelle du web, si tu veux, tu as tellement de trucs qui se passent en quelques mois, que des fois, tu as l'impression que c'est des années qui se passent en quelques mois. Quand je me suis lancé en 2008, j'étais pas du tout dans le marketing. Pour la petite histoire, tu la connais peut-être pas, mais je suis un fan de Human Beatbox, donc j'adore faire de la musique avec ma bouche. Et en 2008, j'avais lancé simplement un blog sur le sujet qui s'appelait Beatbox Blog d'ailleurs, et sur lequel en fait je partageais des tutos, que ce soit en vidéo, voilà, j'apprenais le truc et c'était génial. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça et j'avais une démarche entrepreneuriale. Mais attention, je n'étais pas encore entrepreneur, j'étais encore salarié à l'époque. Mais simplement, c'est là où j'ai mis le pied dedans. Et à cette époque-là, j'ai appris aussi ma première leçon d'entrepreneuriat. C'est que faire du beatbox, même si dans le fond, je voulais en vivre, tu vois, je voulais me dire, je peux vendre des trucs toi, sur Internet. Mais j'étais flippé de vendre sur Internet. Mais de base, c'était compliqué parce que le beatbox n'est pas un marché. Tu vois. On ne peut pas dire que déjà, il y a très peu de personnes qui s'intéressaient au sujet à l'époque. Tu vois, là, j'en parle et tu me fais yes, tu connais, mais à l'époque, je peux te dire que personne ne connaissait, tu vois. C'était un marché, entre guillemets, où les gens faisaient de la musique avec leur bouche parce qu'ils n'avaient pas forcément d'argent pour s'acheter des instruments. Compliqué. Et puis, on peut pas dire que faire la musique avec sa bouche, c'est un problème en soi, quoi. Tu vois, il n'y a pas un vrai besoin. Et donc, ouais, j'ai développé le truc, mais j'ai fait 0 € en 3 ans dessus. Par contre, j'ai développé des skills, que ce soit, tu vois, sur WordPress, sur le blogging, qui m'ont permis, si tu veux, de me dire, OK, je passe au prochain projet. Et je pense que c'est ça aussi, l'expérience de l'entrepreneur. J'ai le sentiment, pour échanger avec d'autres et pour avoir vécu ça aussi, c'est que tous les 3 ans, on se réinvente. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on va regarder sur notre expérience du passé et on va capitaliser sur certains éléments pour construire notre futur. Et ça a été ça, moi, dans ma carrière entrepreneuriale. Donc 2008-2011, c'est l'histoire du Human Beatbox. Le blogging, tout ça, le référencement, je m'y connais. Je m'intéresse à un autre sujet qui est le décodage du non-verbal. Je suis passionné de psychologie. Et donc en 2011, j'ai lancé le décodeur du non-verbal, qui est donc un site pour apprendre à communiquer, à mieux comprendre les autres aussi. Et j'ai commencé à vendre des formations en ligne. Et là, oui, le marché était là. Donc, c'est là où j'ai commencé à vivre, finalement, tu vois, de ma passion, si je peux dire, et à développer des formations en ligne sur le sujet. Et c'est là où j'ai quitté mon taf à l'époque, ça doit être en 2012. Et de fil en aiguille, j'ai développé le truc pendant 4 ans, jusqu'en 2015. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait ce réseau d'entrepreneurs du web qui m'ont dit, mais comment tu as fait tes tunnels de vente? Comment tu fais tous ces trucs-là? Et forcément, tu vois, ce sujet m'intéressait, mais j'avais fait le tour. OK, on rechange de casquette. Maintenant, j'ai la casquette marketeur, j'ai la casquette chef d'entreprise. Et ben, je vous aide à faire la même chose. Donc, 2016, c'est là où ça a été lancé, finalement, cette nouvelle activité, parce que le décodeur non-verbal tourne toujours depuis 2015. Hein, tout était automatisé, ça fait 6 ans. Et maintenant, en 2016, je travaille avec des entrepreneurs. Et puis, à force de discuter, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient besoin, c'était de structure. Ça tombe bien, parce que c'est mon dada. Et puis, aussi besoin de communauté, hein, parce que c'est vrai qu'on est sur Internet. On se dit qu'on est hyper connecté via Facebook, etc. Mais en vrai, on est seul, tu vois, quand on travaille dans ce domaine-là. Et parce que j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien rassembler les gens, bah, du coup, j'ai commencé juste à faire des dîners avec des entrepreneurs qui, de fil en aiguille, s'est transformé et s'est professionnalisé en mastermind, si tu veux. Donc, tu vois, le concept même de ce qui a été créé, j'ai pas eu l'idée en 2008, loin de là, mais c'est par contre chaque expérience où je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que j'emmène de mon passé et qui va me servir pour mon futur. Et ça a toujours été ça. Mm. Je trouve ça passionnant ce que tu dis parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ça fait un peu partie de notre essence. Alors peut-être tous les 3 ans, effectivement, en tout cas de manière plus ou moins régulière. Et j'entends, et puis moi-même je peux penser ça des fois, tu sais, d'être tenu un peu entre deux forces, entre cette force d'entrepreneur qui a de nouvelles idées, de nouvelles envies, et en même temps ce truc un peu stratégique dans ta tête qui dit non, 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 je me disperse pas, je m'éparpille pas, faut pas que je lâche le truc. Comment toi t'as senti la différence? Comment tu sens la différence entre non là Romain il faut pas que je m'éparpille, tu te calmes quoi, et c'est bon j'ai fait mon temps, il faut que je passe à autre chose. Il y a 2 éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que, tu vois, on est entrepreneur, on a des objectifs et ils deviennent de plus en plus ambitieux. Tu vois, plus on avance, plus notre vision, elle grandit parce qu'on a cette expérience. Et la chose que je dis et que je m'applique aussi à moi-même, c'est qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont trop ambitieux, mais il y a toujours des deadlines qui sont trop ambitieuses. Et je trouve qu'on est trop impatient. De base, on veut le C'est truc clair, ouais. tout de suite. Et c'est vrai que un des critères qui fait que je pense, tu vois, je sais pas si c'est critères de succès ou le fait que ça marche bien, c'est que je suis hyper patient, tu vois. Et on me le dit souvent, tu vois, c'est genre, mais Romain, t'es un paquebot, c'est-à-dire, tu tournes lentement, mais quand tu tournes après, tu vois, ça trace, quoi, plutôt qu'un petit Zodiac sur la mer qui est en train d'aller comme ça. Mais bon, si tu veux traverser l'Atlantique en Zodiac, c'est cool, mais en paquebot, c'est mieux. Et ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse qui était, tac, tac, tac. Ouais, donc l'entrepreneur, il grandit.
il évolue. Et des fois, on est, comme tu disais, alors, tu n'as pas dit le cul entre deux chaises, mais presque, tu vois, de se dire, OK, j'ai envie de faire de nouvelles choses, mais en même temps, j'ai ce truc-là, je ne veux pas l'abandonner, sinon je vais tout casser. Et c'est là, finalement, où le sujet du podcast intervient. C'est la structuration et les équipes qui permettent de capitaliser, de conserver, si tu veux, cette inertie que tu as avec ce que tu as déjà créé et qui te permettent de libérer du temps pour la suite. Euh, Tu vois, on a travaillé pendant maintenant donc le Mastermind 67, c'est la 5e année là qu'on le lance et ça va être super encore cette année. Mais par les process qu'on a créés et la structuration, aujourd'hui, je suis en mesure d'ouvrir le 78. Donc, qui est quelque chose de beaucoup plus aspirationnel pour moi, enfin pas plus aspirationnel, mais qui va plus me challenger parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas trop, c'est un réseau que je n'ai pas encore tout à fait. Donc cette année, on va beaucoup bosser là-dessus. Et moi, ça correspond à ma zone de génie, de structurer, d'avoir une communauté, mais avec des entrepreneurs qui sont plus avancés. Et ce qui montre aussi le chemin pour tous ceux qui sont dans les programmes moins avancés, de se dire, OK, c'est quoi les next steps? On évolue toujours. Et ça, je pourrais jamais me focuser sur des nouveaux projets si j'avais pas l'équipe et les process en place. Clairement. Donc, voilà. Ok. Avant ma traditionnelle question de fin, du coup, il y a une question qui me vient, qui va te faire cogiter, mais peut-être que ça va venir vite, parce que tout à l'heure, je lui ai fait une question piège et il l'a répondu en 15 secondes. Euh, Au vu de tout ce que tu nous as expliqué sur ton parcours, les process, le recrutement, l'entrepreneuriat, machin, c'est le moment bilan. Si tu devais nous extraire de tout ça, les trois, je sais pas, les trois clés, les trois points, les trois conseils, t'appelles ça comme tu veux, ou avec le recul, tu dis, c'est ça qui a fait la différence dans mon parcours d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? 3. Bon, écoute, je vais commencer par un, puis je vais voir si le deuxième Déjà. et le troisième arrivent dans la discussion. S'il y a un truc qui pour moi est essentiel et qui fait partie de notre ADN, c'est que le feedback est le chemin. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on lance toujours nous ce que l'on fait avant d'être prêt. C'est une philosophie de OK, on a cette idée-là, on la lance et en étant complètement à l'aise, et d'ailleurs on le communique avec nos clients que c'est la version bêta, que c'est la version de démarrage et que par contre je compte sur eux pour qu'ils nous filent un max de feedback pour améliorer le produit. Et si tu veux, rien que ce mindset-là, déjà, ça m'a débloqué, moi, à lancer des trucs que j'aurais jamais osé. Parce qu'au final, des fois, on a envie que tout soit parfait avant de lancer des trucs, mais ça marche pas comme ça, la vie, quoi. On lance, on apprend sur le chemin. Et ce qui est important, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que c'est pas juste lancer et puis de se dire, ah, c'est bon, je l'ai fait, c'est comme ça. Non, non, c'est de reprendre le feedback. Et tu vois, chaque année, nous, dans le Mastermind 67, on améliore le programme parce qu'on prend le feedback chaque année. On va toujours chercher le millimètre, quoi. Et si tu veux, ça, c'est dans mon ADN. Et je pense que c'est une des clés voilà, qui fait que ce qu'on fait, ça marche bien, quoi. Et que j'invite tout le monde à vraiment avoir comme approche. Et ça rentre aussi dans les process, finalement, parce que tu vois, les process, quand on les crée une fois, mais on a aussi cette démarche d'amélioration continue des process. Parce que ça fait gagner du temps, c'est plus efficace. Maintenant, tu m'as dit 2 ou 3. Alors, qu'est-ce que je pourrais te partager? Je t'en partager une deuxième. Et ça va peut-être lié, enfin, ça va être lié au bien-être. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi le sujet de ton podcast. Et il y a quelque chose que je fais de manière régulière, c'est vraiment la gratitude. Je sais que c'est un mot qui est ultra trendy, machin, mais en vrai, pour l'entrepreneur, on a tendance trop souvent à voir le verre à moitié vide. Tu vois, malgré tout ce qu'on fait, on se dit, ah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Or, quand on fait ça, ça vient détruire la confiance entrepreneuriale. Tu vois, la confiance entrepreneuriale, c'est ce qui nous permet de prendre les décisions et les actions. Mais on est quand même dans un écosystème où c'est facile de se faire tacler, c'est facile, toi, d'être déçu sur les choses. Et donc, moi, voilà, pour moi, la gratitude, c'est un muscle et c'est quelque chose que je vais travailler tous les jours de manière consciente, même quand ça ne va pas, tu vois, pour essayer de voir le verre à moitié plein. Parce que je sais que si je fais ça, bah, j'ai ma confiance entrepreneuriale qui est protégée. Et donc, du coup, après, mon focus et les actions que je mets en place bah, sont pertinentes, quoi. Donc, je pense que c'est une des clés aussi. Clairement, j'allais dire, ça fait switcher le focus attentionnel, quoi, tout simplement. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Carrément, puis clairement. ça génère ça génère de l'énergie aussi. Hein. On en revient aussi encore à ça. Hein. Tout est une question d'énergie. Clairement, je le dis souvent sur la question du rapport à l'argent, tu vois, c'est de changer le focus attentionnel et au lieu d'être dans ce focus attentionnel de j'aurai pas assez d'argent, j'ai pas gagné assez d'argent, il y aura pas assez de clients, etc. Euh, ok, bah essaie de changer déjà de focus et d'être dans la gratitude pour ce que tu as déjà, parce que peut-être que c'est pas ce que tu voudrais, mais il y a déjà de l'argent, il y a déjà des clients, et donc on va entretenir la gratitude par rapport à ça pour switcher le focus attentionnel et dire au cerveau en fait on a déjà des ressources et on va arrêter de se focus sur ce qu'on n'a pas quoi. Ouais, et tu sais, la gratitude, ça n'a pas besoin de rester dans le domaine professionnel. C'est Clairement. pluriel, c'est-à-dire que n'importe quelle gratitude dans n'importe quelle facette de vie vient nourrir finalement ton énergie en tant qu'entrepreneur. Donc, Clairement. Et ben du coup, peut-être que
Le troisième point, si tu en trouves un, il va se fondre avec la dernière question, parce que ma dernière et traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux? Donc, la gratitude. Ouais, celui-là, il est en plein dedans. Ça, c'est un conseil, je sais pas si c'est le meilleur conseil, en tout cas, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est de se dire le matin, tu vois, quelles sont les trois actions que je procrastine. Parce que c'est vrai que des fois, on est malheureux parce qu'on a cette to-do list énorme, et puis même si on en fait 75%, les 25% restants, on les a pas fait, on est malheureux. Et c'est vrai que chaque matin, je mets de la conscience, et d'ailleurs, j'utilise une application qui s'appelle 5 Minutes Journal pour faire ça, qui juste m'invite à me dire quels sont les trois petits trucs minimes que tu vas faire aujourd'hui. Et si tu les fais, tu sais que tu auras gagné ta journée. Tu auras été successful. Et moi, généralement, je prends les trois trucs que je procrastine le plus. Tu vois, tu as toujours des trucs que tu procrastines. Et je les mets en to-do là-dessus. Donc, j'ai un focus là-dessus. Et un de mes objectifs dans la journée, ça va être de réaliser ces trois tâches. Et après, je sais que et des fois, ça se fait dans la demi-heure le matin, mais je sais que dans la première demi-heure du matin, j'ai gagné ma journée. Et je sais que ça a contribué énormément à me mettre dans cet état d'esprit de verre à moitié plein. Et donc, du coup, ça me permet d'être heureux au jour le jour. Est-ce que quelque part, ça peut pas être lié à ton histoire de zone de génie, etc. Est-ce que les trois trucs que tu procrastines, c'est peut-être pas ton truc de Ah ouais, mais justement, quand je procrastine un truc, une des actions, c'est de le déléguer. Hein. Hmm. C'est pas forcément Ah de ouais. le faire. Ouais. Ah là là, quelle belle conclusion. La boucle est bouclée. Très bien. Écoute, merci beaucoup Romain d'avoir répondu à mes questions pour bien dans ta boîte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ce podcast ou est-ce que tu as eu tout l'espace d'expression que tu voulais? Non, c'était génial, c'était top Laura, j'ai passé un super moment avec toi et j'espère que tes auditeurs aussi auront passé un super moment. Ouais, j'en doute pas. Je pense que de toute façon, pour ceux qui savaient déjà que j'interviewais Romain Collignon, ça avait fait déjà toute une émulsion de «Oh mon Dieu, Oh là là. Collignon qui vient!» Donc ouais, merci beaucoup d'avoir pris du temps parce que je sais qu'en plus c'est le dernier jour pour rejoindre ton mastermind, donc j'imagine que vous avez une semaine chargée et en plus c'est la veille des vacances. Donc voilà. Mais bon, on a l'équipe et les process, donc c'est ce qui me permet de passer le temps avec toi. Voilà, très belle conclusion. Merci beaucoup Romain d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Très bonnes vacances et à très bientôt. À très bientôt, salut Laura.